Ok, dans ce livre, du coup, c'est un livre hyper connu. Je pense que tu le connais déjà de nom, t'en as déjà entendu parler. Un de tes amis t'a déjà dit, écoute, il faut absolument que tu lises ce livre-là. Il m'a retourné le cerveau, etc. Ce livre, c'est Influence et manipulation. On va aller droit au but. Droit au but pour résumer ce livre et résumer notamment les principes fondamentaux qui font en sorte que ce livre est hyper connu et que la plupart des commerciaux aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, j'ai discuté avec des entrepreneurs que je respecte beaucoup, qui ont monté une boîte et qui aujourd'hui s'en sortent plutôt bien. Et ils me disaient, écoute, nous, ce qu'on a fait en vente, on s'est pas compliqué la vie, on s'est fait coacher par un gars qui connaissait parfaitement influence et manipulation. Le livre de Robert Cialdini. Et on a segmenté toute notre closing, donc la partie call call, la partie R1, la partie R2, la partie closing, etc., avec les principes qu'on a dans le livre Influence et Manipulation. Et donc je vais vous l'expliquer, mais en gros il me disait, tous ces principes-là, on les a adaptés à notre vente et ça cartonne. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc dans ce livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, donc déjà le titre, Influence et Manipulation, donc manipulation qui est un terme assez galvaudé aujourd'hui, du verbe manipuler, et manipuler aujourd'hui en France surtout c'est compliqué de se dire, voilà, moi je me rappelle, je lisais ce livre-là quand j'étais au bord de la plage avec des potes, c'était en Corse, et j'avais cette couverture, tu vois, Influence et Manipulation, et en fait, la plupart de mes potes arrivaient vers moi et me disaient, t'es un mec dark toi, t'es un mec sombre, tu lis ça. Ils connaissaient pas forcément le livre en l'occurrence, mais rien que le titre, Influence et Manipulation, ça en dit long. Et en fait, on aurait pu appeler ça la persuasion. Influence et la persuasion, la force de la persuasion. Le fait d'amener une personne à faire ce que tu as envie. Ce que tu as envie qu'il fasse. Ok ? De l'influencer. De le persuader. Mais aujourd'hui, de toute façon, la manipulation, c'est galvaudé, mais tout le monde manipule. Le chat qui est en train de te caresser là pour avoir ses croquettes et pour avoir son pâté, il est en train de te manipuler. Ton enfant qui pleure et qui te fait les yeux doux parce qu'il veut avoir son biberon, il est en train de te manipuler. La bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on manipule, pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises ? Ok ? Et une fois qu'on sait ça, bah, laissons-nous entrer dans cette psychologie humaine qui nous permet de comprendre quels sont les biais cognitifs, quels sont les biais à activer dans la psychologie des humains pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Par exemple, une vente dans le domaine commercial. Arriver à faire en sorte que quelqu'un achète ton produit, ton service. C'est ça qui va nous intéresser. Ou alors la psychologie humaine amicale, relationnelle. Faire en sorte qu'avec tes relations, avec tes amis, t'arrives à les convaincre de quelque chose. Ou en tout cas les influencer et les manipuler dans un certain sens. Tant que c'est pour les bonnes raisons. Ok ? Donc dans ce livre-là de Robert Cialdini, on va résumer un certain nombre de principes et ça commence tout de suite. Le premier principe et le premier chapitre, c'est les armes de l'influence. Ok ? Il parle d'une histoire, il dit une bijoutière complètement désespérée. Elle vendait des bijoux, et elle n'arrive pas à vendre ses bijoux en turquoise. Elle avait acheté une panoplie de bijoux turquoise, et qui, selon elle, était hyper beau, qu'elle allait vraiment pouvoir les vendre, quand elle les a achetés en tout cas. Et là, elle se confronte au fait qu'elle n'arrive pas à vendre ses bijoux en turquoise. Okay ? Malgré la qualité qu'ils ont, ils ont une très bonne qualité. Et du coup, un jour, elle part en déplacement, elle s'en va, et avant de partir, elle laisse une note à sa salariée en lui demandant de... Bon, allez, divise par 2, elle s'était résignée à diviser par 2 le prix des bijoux, pour le coup, pour qu'à son retour, elle n'ait plus à les voir et que ce soit écoulé. Okay ? Elle lui demande, écoute, est-ce que tu peux diviser par 2 les bijoux ? Sa vendeuse, elle lit un peu mal le message, et au lieu de diviser par 2, elle le multiplie par 2. D'accord ? Au lieu de passer à 10 €, elle passe à 20 €.
alors qu'elle était censée passer à 5 euros. Et là, surprise, il y a tout qui se vend. Et pourquoi ? Parce que les touristes, quand ils sont passés voir le produit, ils ont activé un raccourci mental. Et le raccourci mental, tu peux le faire également dans ta tête, c'est de se dire, ce qui est cher est forcément de qualité. Et là, boum, les clients ont acheté de manière automatique. Et rien que cette première histoire, elle est hyper intéressante parce que vous avez tous été dans des boutiques. Moi, je me rappelle, j'étais dans les boutiques avec ma mère et quand elle voyait un produit qui était bien, qui était pour le coup intéressant, qui lui plaisait, mais qui était moins cher, beaucoup moins cher, elle se posait la question, elle se disait mais ouais, mais du coup, ça doit pas être de la bonne qualité. Alors, elle allait dans les boutiques beaucoup plus chères et là, pour le coup, elle l'achetait parce que elle avait fait le raccourci mental de se dire ok, c'est cher, c'est forcément de qualité. Ce qu'on doit retenir ici, notre cerveau, il utilise des raccourcis mentaux pour prendre des décisions rapidement. D'accord ? Ces automatismes, ils peuvent être déclenchés par un simple mot ou juste un simple stimuli. Ok ? Un stimuli type réduction, promotion, offre limitée, édition limitée. Voilà. Rien que ces simples mots, ces simples stimuli, boum, ça déclenche un acte d'achat. L'autre principe, c'est qu'on obéit souvent sans réflexion consciente. Ok ? Et même, c'est des réflexions qui sont un peu absurdes finalement. Et les marketeurs et les vendeurs, ils le savent très bien. Et ils exploitent ces déclencheurs pour influencer notre comportement d'achat. L'une des citations qui dit, c'est « Nous sommes équipés de cassettes mentales qui s'enclenchent au bon stimuli. Il suffit juste d'appuyer sur play. » Voilà. Donc ça, c'était le premier chapitre sur les armes d'influence de influence et manipulation. Maintenant, on va aller dans le deuxième chapitre qui est hyper intéressant et qui fait un peu partie, vous avez vu, je vais résumer un livre qui va s'appeler Les 4 accords Toltec. Et en fait, les 4 accords Toltec, c'est hyper simple. Tu sais quels sont les 4 accords, ok ? Ta parole doit être impeccable. Ne fais pas de suppositions. Fais le meilleur de toi-même. Mais bref, en tout cas, on sait exactement les 4 accords Toltec. Là, ici, si tu devais retenir 3-4 choses, ce serait ça. La première chose, c'est la réciprocité. D'accord ? La réciprocité, on va en parler. La deuxième chose, c'est la preuve sociale. D'accord ? La preuve sociale, on va en parler. Le quatrième chapitre, c'est la sympathie. La sympathie. Le 5e chapitre, c'est l'autorité. Et le 6e chapitre, c'est la rareté. Okay, on va commencer tout de suite par la réciprocité. Là, on va parler de réciprocité. Donc, le principe clair de la réciprocité, déjà réciproque, tu vois, quand tu dis est-ce que ton amour est réciproque, ce qui veut dire que est-ce que l'amour que j'ai envers toi est le même que tu as envers moi, ok ? Est-ce que c'est réciproque ? Est-ce que c'est similaire ? Et on veut avoir cet effet de similarité dans une relation de vente ou dans une relation humaine. Et là, on parle de réciprocité. On dit donne et tu recevras. Et parfois, tu recevras plus que tu ne le crois, plus que ce que tu as donné. Ok ? Une petite histoire, en gros, un professeur d'université, il envoyait des cartes de vœux à des inconnus. D'accord ? Il envoyait des cartes de vœux à des inconnus, à quelques inconnus. Mais c'était pas forcément des inconnus, c'était des gens à qui il voulait s'adresser parce qu'ils avaient un pouvoir de décision. C'est comme si toi, tu faisais de la prospection et que tu envoyais des cartes de vœux à tes prospects. Lui, il envoyait des cartes de vœux à des inconnus, mais c'était vraiment des personnes influentes auxquelles il voulait s'approcher, il voulait avoir un contact avec eux. Sans pour autant demander un retour ou quoi que ce soit. Et là, la surprise, c'est qu'il reçoit une avalanche de réponses de gens qu'il n'a jamais rencontrés pour le coup. Okay, juste qu'il leur a envoyé des cartes de vœux. C'est intéressant parce que du coup, là on parle de prospection aussi. Quand vous faites de la prospection et que vous envoyez un mail, que vous appelez, etc., vous avez des taux de conversion. Et souvent les taux de conversion, quand on est avec des mails, moi j'ai des gens qui me disent mon taux de conversion, de taux de réponse est de 1%. 1%. Donc vous envoyez 100 emails, vous avez un retour. Là ici,
vous imaginez le taux de conversion qui est largement supérieur à ce que vous pouvez avoir comme email, juste à travers des cartes manuscrites. On l'a jamais testé encore chez Lead Panda. Là, on s'apprête à le faire pour des grandes cibles type grand compte. On va leur envoyer des lettres et également des cadeaux, donc des coffrets de chocolat. Et ça, c'est la réciprocité. Et pourquoi ? Parce que la simple réception d'un cadeau, même symbolique, hein, un stylo, une feuille, quoi que ce soit, ça déclenche un réflexe social qui est hyper puissant, c'est de rendre l'appareil. Rendre l'appareil. Et clic, boum, réponse automatique. Ce qu'on doit retenir dans ce principe-là, la réciprocité, c'est une norme qui est universelle. Elle est gravée dans toutes les cultures humaines. Il définit une autre histoire où il dit en fait il y a des mendiants dans un pays hyper reculé, Amérique centrale, où les mendiants avaient du mal à recueillir de l'argent, et à un moment donné, le chef de ces mendiants-là leur a dit écoutez, j'ai une super idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des roses, on va leur offrir une rose sans retour pour l'instant, et s'ils veulent nous donner quelque chose, on va leur demander de l'argent. En tout cas, ils vont se sentir redevables et ils vont nous donner de l'argent. Et ils donnaient des roses aux passants qu'ils voyaient, ok, sans pour autant attendre quelque chose. Et le passant était hyper content, hyper joyeux d'avoir un cadeau. Et il se sentait redevable de rendre l'appareil. L'effet réciprocité. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas un choix, c'est une sorte d'obligation sociale. Tu reçois, tu dois rendre. Et ce principe, il surpasse même l'émotion. On peut dire oui à quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut dire oui à quelqu'un qu'on n'aime pas s'il nous a offert un coca, par exemple. S'il nous a offert un cadeau. Le fait qu'on reçoive un cadeau a instinctivement une pulsion, ou en tout cas une réponse automatique de se dire « Ok, il faut que je donne, il faut que je rende l'appareil. » Voilà, la réciprocité, c'est explosif en prospection. Le simple fait d'offrir un contenu, un mini cadeau, une information ou une attention, ça crée une dette implicite. Les manipulateurs, les influenceurs, ils utilisent ce levier pour désactiver le jugement et forcer, on va dire, le oui de manière naturelle. Ça, c'était le premier principe, entre guillemets, donc le chapitre 2 sur la réciprocité. Okay ? Comment tu peux utiliser la réciprocité dans ton business ou dans tes relations humaines ? Allez, deuxième principe, et ça fait partie du troisième chapitre, c'est la preuve sociale. Ce principe, il est hyper puissant, la preuve sociale. À quoi ça te fait penser d'ailleurs, la preuve sociale, quand je te dis ça ? Preuve sociale. Ok ? Le miroir, en gros, il dit « Miroir, miroir, mon beau miroir. Si les autres le font, c'est ce que je devrais faire aussi. » Dans les années 1960, il y avait des caméras qui ont capturé une scène qui était hyper choquante. Dans la rue. Dans la rue, une femme est agressée. En pleine rue. Et des dizaines de personnes voient et entendent cette femme. Et entendent la scène finalement. Entendent la scène de l'agresseur qui va agresser cette femme. Okay, qui va la frapper, qui va lui enlever la dignité, de la fierté. Et là, personne n'intervient. Personne. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes attendent que quelqu'un d'autre agisse d'abord. Et personne n'agissant, tous, ils finissent par conclure, écoute, si personne ne bouge, c'est que c'est pas si grave finalement. Si personne ne bouge le petit doigt, si personne ne se rebelle et essaye de défendre cette femme, c'est que finalement, c'est pas si grave. Et ça, j'imagine que tu le sais déjà, ça arrive encore plus aujourd'hui en région parisienne dans les transports, ou même dans la rue de manière générale, quand tu vois une personne qui est agressée, t'as un réflexe instinctif où tu te dis, il faut que quelqu'un puisse intervenir avant que je le fasse. Et une fois que quelqu'un est intervenu, boum, là tu vois que t'as plein d'autres personnes qui arrivent à la rescousse. Ça, c'est quoi ça ? C'est la preuve sociale. On regarde le comportement des autres pour décider de ce qui est correct ou non.
Et surtout quand on est dans une phase d'incertitude, de doute. Le réflexe inconscient, c'est si beaucoup de gens le font, je devrais le faire. C'est que c'est sûrement bien. S'il y a personne qui le fait, c'est que il y a une raison. Ok ? Et c'est pareil en vente, en prospection. Vous pouvez dire à votre prospect que vous travaillez avec telle et telle personne qui sont des concurrents et qui sont des gros concurrents qu'il connaît déjà. Et dans sa tête, dans son réflexe inconscient, il se dit mais en fait, si cette personne travaille avec ce concurrent-là, moi typiquement, j'appelle d'accord, je lui dis que je travaille avec je connais très bien son concurrent global, concurrent direct. Donc, je lui dis écoute, je travaille avec sur tel et tel sujet. Et lui se dit bah écoute, c'est intéressant, pourquoi pas m'en dire plus sur ce que tu fais avec mon concurrent. Parce que tu viens d'activer un biais qui s'appelle la preuve sociale. Bon, il me l'a pas dit comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans sa tête. C'est encore plus puissant quand on voit des gens qui sont comme nous faire une action, d'accord ? Se faire accompagner, ok ? Nous, ce qu'on a fait au tout départ avec Lead Panda, on a demandé 0 € à nos clients, d'accord ? On voulait juste des avis clients, des nouveaux logos, des études de cas, ok ? On voulait des gens qui parlent de nous en bien, en disant bah voilà, je me suis fait accompagner par telle entreprise, Lead Panda, et j'ai adoré, franchement, ça s'est hyper bien passé, j'ai eu tel type de résultats, etc. Ça marche en fait, ça marche. Ok ? Et ça, c'est hyper intéressant, parce que la preuve sociale, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre réflexe instinctif quand vous voulez commander sur Amazon ? Ok ? Imagine que tu veux commander sur Amazon un produit, tac, il coûte cher le produit, il coûte dans les, 200, 300 €, ou même 1000 balles, 1000 €, d'accord ? Il coûte 1000 €, et toi tu veux être sûr que c'est le bon produit pour toi, tu veux être sûr que tu vas le recevoir à temps, tu veux être sûr que c'est pas une arnaque. Qu'est-ce que tu fais ? La première des choses. Est-ce que tu vas voir le descriptif du produit ? Est-ce que tu vas voir le produit, comment il est constitué ? Est-ce que tu vas voir la livraison ? Combien de temps tu vas le recevoir ? Non. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas voir directement les avis clients. La preuve sociale. Quand on doute, on regarde les autres. Mais le problème, c'est qu'eux aussi, ils doutent. Et ils regardent ailleurs. Donc, fais gaffe à ne pas te faire manipuler par la preuve sociale, et quand il y a une personne qui se fait agresser dehors, bah vas-y et tu influenceras les autres. Mais utilise ce biais cognitif, cette preuve sociale pour en faire quelque chose et pour pouvoir vendre tes produits-services à tes clients. Ok, le chapitre 4, et on va dire l'idée 3, c'est la sympathie. Ok ? Vendre, c'est de la séduction, c'est séduire avant de convaincre. Ok ? Une histoire, il disait qu'une entreprise se rend compte que ses vendeurs les plus performants ne sont pas les plus techniques, ne sont pas ceux qui connaissent les produits par cœur. C'est juste ceux qui plaisent le plus aux clients. Pourquoi ? Parce que les gens disent oui à ce qu'ils aiment. Et même dans des situations absurdes, nous avons du mal à dire non à quelqu'un de sympa, de séduisant, ou de simplement qui nous ressemble. On a du mal à dire non finalement. La logique veut qu'on doit être rationnel. On doit juger le pour et le contre et dire oui ou non en fonction d'éléments rationnels, d'accord ? De faits factuels. Mais on n'est pas comme ça. Les humains ne sont pas comme ça. Les humains pensent pouvoir penser rationnellement, mais au final, ils sont altérés par un certain nombre de biais cognitifs, de flou mental et de filtres, on va dire. Un des filtres, on l'a vu, la preuve sociale, là on a la sympathie. La sympathie, c'est quoi finalement ? Sympathie, c'est une personne qui va nous ressembler, qui va avoir les mêmes valeurs, le même style, les mêmes origines potentiellement. Une personne sympathique, c'est aussi une personne qui est belle physiquement. Il
Il y avait une étude aux États-Unis qui disait que les personnes belles physiquement étaient moins aptes à se faire juger, ou en tout cas à avoir des longues peines de prison devant le juge, plutôt qu'une personne qui est moche, ou en tout cas qui ne répond pas aux critères de beauté physique. Donc la beauté physique, ça augmente aussi la persuasion. Une personne qui est sympathique, c'est une personne qui complimente aussi sincèrement, qui crée de la sympathie immédiatement. Écoute, Nora, je t'ai trouvé hyper belle aujourd'hui. Je te trouve hyper belle aujourd'hui. Voilà, je voulais juste te le dire. Mais bon, passe une bonne journée. Salut. Ça, c'est un compliment sincère. Sans fond, sans récolter quelque chose derrière, ok ? Et ça, c'est quelqu'un de sympathique. Quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui a un contexte commun, qui a une ville d'origine, une expérience qu'il a partagée avec la personne, qui crée du lien et qui désarme la méfiance. Ok ? Quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. On achète plus à un ami qu'à un vendeur. Et l'amitié éclair précède la signature. Si je t'aime bien, je t'écoute. Sinon, tu parles dans le vide. Et c'est vrai, hein, on fait plus confiance à quelqu'un qui est souriant, qui est jovial, qui est content, qui est joyeux, qui est enthousiaste, qui a envie de te parler, plutôt qu'à une personne qui est hyper fermée et qui va déclencher aucun sourire parce que, vu sa tête, t'as l'impression que tu le fais. Donc comment tu peux utiliser la sympathie pour convaincre, pour faire de la prospection, pour faire de la vente et pour faire du cold call, ok ? La sympathie, c'est dans l'attitude. C'est pas que dans les mots que tu dis. Donc soigne ton attitude et tu verras que tes prospects et tes clients te trouveront sympathique. Allez, on continue sur un des biais cognitifs et un des chapitres clés de ce livre-là, c'est l'autorité. Il dit obéir sans réfléchir. Le piège des blouses blanches. Ok, donc là, en gros, il parle d'une histoire où il dit l'expérience de Milgram. Un jour, un scientifique en blouse blanche, il demande à 4-5 volontaires de faire une expérience. Et les 4-5 disent ok, pas de souci, tu m'as l'air d'être sérieux, tu as une blouse blanche, ok, je vais faire l'expérience pour toi et tu vas me dire comment je vais pouvoir t'aider, ok. Et en gros, Milgram, il leur dit, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous avez une personne en face de vous, ok. Il est branché à des décharges électriques. Et toi, tu as la main sur des commandes, ok. Et peu importe les cris qu'il va faire, les cris de douleur, etc., je veux que tu appuies sur la décharge électrique et que tu ailles vraiment jusqu'au maximum. En fait, il y avait un curseur entre 0 et 100%, et Milgram voulait que le participant, augmente au fur et à mesure la décharge électrique. Premier coup, 20%. Deuxième coup, 30%. Troisième coup, 40%. Bref, à chaque coup, la personne en face de lui commence à crier de douleur. Il commence à crier à fond de douleur parce qu'il a mal de ses décharges électriques. Et le participant, il finit un peu choqué et il dit à Milgram, mais écoute, j'ai l'impression qu'il a mal, la personne. Et Milgram lui dit, non, continue. Vas-y, continue. Donc la personne se dit, ok, écoute, elle a l'air d'être sérieuse, il a une blouse blanche, il a un ton qui est ferme, il a l'air confiant et tout. Allez, je vais obéir. Allez, je continue. Bim, continue. Et en fait, à partir de 50%, la victime a hyper mal, mais il va continuer jusqu'à 65%. La plupart des gens qui ont fait cette expérience continuent jusqu'à 65%. Bon, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que l'expérience a été complètement truquée, hein. La victime n'avait pas de décharge électrique, c'était un simulateur. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que on est conditionné à obéir aux figures d'autorité. Quand on a une personne qui a un titre, un diplôme, un uniforme, qui utilise un jargon technique, bref, on se dit que c'est un expert. Et on met l'expert au-dessus. On l'obéit. L'apparence que vous avez, votre blouse, votre cravate, votre logo, le vocabulaire que vous utilisez, le vocabulaire d'expert, il suffit à désactiver
l'esprit critique. Une personne qui a un esprit critique et qui est face à Milgram lui dit « Mais non, mais Milgram, je peux pas faire ça, je vais pas faire ça. La personne, elle est en train de crever là en face de moi. Toi, je sais même pas si t'es un médecin ou quoi. Enfin, non, je t'obéis pas, quoi. C'est mort. » Sauf que la plupart des gens ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas d'esprit critique face à l'autorité. Ce biais d'autorité, il est ancré dès l'enfance. Vos parents, les profs que vous aviez, votre famille, les médecins, les vendeurs ou les coachs aujourd'hui qui se positionnent en tant qu'experts, ils voient leur taux de closing exploser. Expert d'un domaine en particulier. J'ai travaillé 10 ans dessus. Okay, ma méthode, elle est prouvée par tel type de médecin ou tel type de personne d'autorité. Ok ? L'autorité, il ne convainc pas. Il court-circuite, direct. Donc, comment dans ta prospection, dans ta vente, tu peux utiliser des preuves d'autorité dans tes messages pour court-circuiter la prospection et avoir directement accès aux décideurs. Le principe assez intéressant de Milgram, c'est qu'il a utilisé un ton qui était ferme, confiant, cadré et direct. Okay ? Et surtout l'apparence. L'apparence a beaucoup aidé dans ce principe-là. Voilà, chapitre 5, l'autorité. Ici, on parle du dernier chapitre et du dernier concept et du biais cognitif, du concept psychologique qui s'appelle la rareté. Moins il y en a, et plus j'en veux. Une histoire de chercheurs, donc en gros des chercheurs qui testent cet effet-là de rareté et ils vont tester à travers 2 bocaux de cookies. Okay ? L'un contient 10 biscuits, 10 cookies, et l'autre en contient seulement 2. Les gens trouvent les mêmes cookies, c'est les mêmes finalement. Il y a un bocal de 10 et un bocal de 2, et en fait, les gens trouvent le bocal de 2 plus savoureux, plus désirable, quand ils sont rares. Okay ? La perception de la valeur grimpe dès que l'offre diminue. Vous en avez 2 ou vous en avez 10. Et ça crée de l'urgence, de l'envie, de l'achat. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est ce qui est rare ou limité nous semble plus précieux que ce qui est abondant. Et même si objectivement c'est la même chose, c'est les mêmes cookies, ça change rien. Mais en fait, ça change tout. Un principe aussi intéressant dans ce concept-là de la rareté, c'est que la peur de perdre une opportunité déclenche plus d'actions, de réactions, que l'envie d'en gagner une. Ok ? En gros, si je vous dis de faire cette action et vous avez 2 choix, vous allez perdre 100 €. Vous avez le choix de faire cette action et vous pouvez ne pas perdre 100 €. Ça, c'est la première option. Ou vous pouvez en gagner. La plupart des gens vont être attirés par le fait de ne pas perdre 100 €. Et la rareté, ça crée de l'urgence mentale. Je dois agir vite. Sinon, je rate quelque chose d'important. Je faisais de la prospection pour un client qui s'appelait et qui organisait un événement. Et en phase de prospection, on avait ciblé des prospects qui étaient hyper bien ciblés de manière chirurgicale. On savait pourquoi on les appelait eux et pas un autre. Et quand on les appelait et que les personnes nous disaient « Écoutez, c'est intéressant, mais par contre, envoyez-moi un email, je suis pas assez sûr si je pourrais répondre à votre sollicitation. » Je leur disais « Mais non, en fait, on n'envoie pas d'email. Parce que c'est un événement on ne communique pas dessus. On a choisi les personnes à qui on appelle. Et si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. C'est pas grave. » Donc, elle allait passer à côté d'une opportunité. C'est une opportunité qui est rare. Et ça a créé de l'urgence mentale et dans la majorité des cas, les gens ont dit « Ok, ça marche, allez, on se voit ». Quand vous avez une offre ou quelque chose qui est trop abondant, ça crée de la banalisation. L'idée, c'est de limiter l'accès ou le stock et ça augmente la perception de qualité. Quand vous allez sur des sites de réservation d'avions, il y a toujours une petite pastille en disant « Voilà, il manque seulement 9 places. Okay. Il reste seulement 9 places. 8 places, 6 places, 1 place. » Et là, ça vous met dans un état émotionnel de panique qui crée de l'urgence. L'homme ne veut pas ce qu'il peut avoir, il veut ce qu'il risque de ne plus avoir.
Ça, c'est un des principes clés de l'effet de rareté. Et voilà, dans ce livre-là, on a vu donc 6 chapitres. Les armes de l'influence, la réciprocité, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce format sur influence et manipulation, si vous voulez ajouter des choses aussi à ce résumé de livre. J'ai essayé d'être le plus succinct possible pour vous donner un maximum de matière et de contenu pour vous, pour votre activité, hein, si vous êtes commercial, vendeur, entrepreneur, ou juste que vous vous intéressez à la psychologie humaine. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez pour que vous puissiez me rendre un commentaire ou un like ou simplement un retour de votre part pour me dire voilà, quel est l'autre livre que vous souhaiteriez que je résume. Et voilà, allez, passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao.